Bienvenue. La représentation nationale, les élus du peuple se définissent comme étant ceux qui défendent valablement leur fief. Bientôt, les élections, ça s'agite déjà dans les états-majors. Il y en a qui sont constants depuis que les 3 cycles électoraux ont eu lieu ici en République démocratique du Congo. Et puis il y en a qui sortent seulement lorsqu'il y a des échéances électorales. Qu'est-ce que ces représentants du peuple font exactement à l'aune de ces élections qui se pointent? Quel bilan faire de ceux qui ont été là depuis 2006, 2011, 2018, mais aussi ceux qui aspirent à la devenir? Quels sont les objectifs à poursuivre? Comment défendre le fief sous occupation aujourd'hui, notamment le Rutshuru, le Nord Kivu? Alors nous sommes allés chercher un élu, autrefois journaliste, mais depuis 1980, il est dans ce monde médiatico-politique, conseiller, mais aussi un homme politique élu dès son fief. C'est sa première sortie sur Télé 50. Je vous demande d'accueillir Elvis Moutiri. Honorable, venez nous rejoindre. Bienvenue sur Télé 50. Merci, Jean-Marie. C'est un honneur, un plaisir et surtout, depuis que j'ai annoncé, depuis hier, que vous allez intervenir sur Télé 50, que des interrogations. C'est un plaisir partagé. Eh bien, ces interrogations, nous allons essayer d'y faire face et de donner des réponses, si on peut. On dit l'homme taciturne, il parle peu, stratège. Il sait poser son pied là où il ne se brûle pas. C'est un peu trop élogieux. C'est comme ça qu'on dit de vous. C'est trop élogieux. Merci. Alors je vous offre ce fauteuil. Merci. Qui va être le vôtre pendant plus de 40 minutes. Parce que quand on reçoit aujourd'hui un élu du Grand Kivu, pour ne pas dire du Nord Kivu, parce que ça a été partitionné, le fief, notamment les Rutshuru qui nous suivent ce soir, se pose la question, pourquoi on les a élus? Pourquoi sont-ils à Kinshasa? Que font-ils pour nous défendre? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces élus? Ils sont partis à Kinshasa en bourgeoisie ou ils sont là pour nos intérêts, nous qui sommes agressés depuis 1994? On va parler de tout ça, Elvis Moutiri. Mais qu'est-ce qui fait de vous cet homme politique un tout petit peu atypique? Les Congolais parlent beaucoup, sont exubérants et c'est fort remarqué, très souvent. Mais je pense justement il y a beaucoup de personnes qui parlent. Et finalement, la communication est brouillée. Vous le savez comme communicateur. Si l'on parle tout le temps, en même temps, et de tous les sujets, cela veut dire que tout simplement, le message ne passe pas. Et moi, je pense toujours qu'il faut parler quand il faut. Il faut parler du sujet qu'on connaît. Il faut parler à des bonnes personnes. Et pourquoi vous décidez ce soir, aujourd'hui, de parler sur la grande place, dans un média suivi partout dans le monde, par les Congolais d'ici et d'ailleurs? Y a-t-il une opportunité particulière? Mais d'abord, je dois dire que vous y êtes pour quelque chose. Moi? Absolument. Ça fait plusieurs années, vous posez la question, pourquoi? Oui. Et aujourd'hui, je suis avec vous, parce que ce pourquoi, j'y réponds. Et je pense aussi que c'est un moment d'interrogation. Actuellement, c'est un moment d'interrogation, mais c'est un moment d'incertitude. Pour le Nord Kivu, pour Rutshuru, pour Goma, pour Masisi, pour Calais, tout le monde semble penser que Dieu les a abandonnés. En commençant par vous.
Vous les élus. Nous les élus, nous sommes le plus malheureux de cette situation parce que au quotidien, nous passons notre temps à avoir des cris de détresse. Vous lancez les cris de détresse, des alertes. La population. Oui. La population. C'est la population qui vous au alerte. Au quotidien. Oui. Cris de détresse, cris d'alarme, cris de misère. Et notre impuissance à y répondre nous maintient dans une frustration incroyable. Les élus du Nord et Sud Kivu sont frustrés. De ne pas pouvoir répondre objectivement et avec réponse positive à la détresse de leur population. Exact. Alors, je fais travailler les gens de Télé 50 parce que chez nous, on prend du temps pour préparer les choses. Je vous conseille de regarder cet écran et vous allez voir que nous avons un peu creusé sur l'homme qui est aujourd'hui sous nos projecteurs, parce que parmi les gens qui m'ont appelé, ils m'ont posé souvent cette question: est-ce que, notamment les Moamis que je salue, est-ce que l'élu honorable Moutiri aura le courage de tout dire? Est-ce que vous aurez le courage de tout dire ce soir? Quand on dit tout dire, cela veut dire quoi? Moi, je répondrai aux questions que vous allez me poser. C'est à vous d'apprécier. Vous savez que je pose souvent des questions. Ah, mais vous êtes là pour ça. Et vous êtes même payé pour ça. Alors, si on parle le même langage que la régie, j'aimerais qu'on puisse regarder maintenant votre parcours, parce que non seulement on va expliquer un peu l'homme qu'on a conversé aujourd'hui, mais on va également faire parler les gens qui vous ont connu, et qui ont croisé votre parcours. Et vous allez voir qu'il y a parfois des choses dont vous vous en doutez peut-être pas. Je préfère. Avant que je puisse, je sais que les gens à la maison c'est impatiente pour savoir Moutiri c'est qui. Vous posez cette question, on va dire de principe. À Télé 50, on pose des questions de principe. L'homme Moutiri s'est défini comment? Elvis Moutiri ou Abacha? Vous savez que dans ma vie ancienne, j'étais journaliste. Et vous êtes journaliste, un grand journaliste de ce pays. Et vous savez ce que c'est, être journaliste. C'est aller vers les autres, c'est d'écouter les autres. Et de se faire le porte-parole de cette opinion, de ce peuple. Et vous savez très bien, comme journaliste, qu'il faut aimer cela. C'est presque une vocation. C'est un sacerdoce. Et moi, si je ne suis pas entré dans les ordres, je suis entré dans le journalisme pour servir. Et la vie politique n'a été que le prolongement de cela. Un journaliste, un communicant, l'homme qui va chercher l'info, qui fabrique et qui diffuse, et qui devient l'élu, qui est à l'écoute du peuple, mais qui a du mal à répondre aux problèmes et aux désirata. Mais bien sûr, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître, il faut être absolument humble et modeste de savoir que nous portons un fardeau qui souvent nous ne pouvons pas arriver à le faire arriver à bon port. C'est ça la vie au quotidien. C'est l'humilité ou c'est l'impuissance? Bon, c'est ça impuissant, c'est à partir du moment où vous vous sentez impuissant que vous vous devenez humble. Vous vous dites, mon Dieu, je ne suis pas capable de réaliser telle ou telle chose. Donc finalement, je ne suis pas ce que je pense. Mais l'exercice, c'est de toujours essayer de faire en sorte que cette impuissance ne vous écrase pas, pour que vous puissiez sortir de cette impuissance. Et c'est pourquoi c'est une lutte au quotidien, et c'est pourquoi ça s'enchaîne législature par législature, parce que vous êtes tous les jours en train de faire une petite chose, mais une goutte dans un océan, des malheurs, des misères, des questionnements, des doléances. Et c'est ça. Elvis Moutiri se bat
pour être au devant de la scène, ou il répond à la demande du peuple? Moi, je parle avec le peuple. Je fais ce que le peuple veut. Ma préoccupation, ce n'est pas d'être au devant de la scène. Vous venez de le dire. Oui. Je parle rarement à la presse. Je fais rarement des interviews. Et donc, je n'ai pas une vitrine. Je ne suis pas dans les vitrines. Vous n'êtes pas un populiste? Pas du tout, alors. Pas du tout. Je ne suis pas populiste. Les populistes parlent à longueur de journée. Oui. Ils sont au devant de la scène, tel que vous le dites. Oui. Et vous savez très Ils font bien. des activités de représentation, de relations publiques, Oui, des parutions. mais parfois un peu trop. Ça, vous n'aimez pas? Et qui devient contre-productif. Est-ce Je n'aime pas ça. Est-ce que vous tweetez? J'ai tweeté 3 ou 4 fois. Mais vous ne verrez jamais mes tweets. Alors, que pensez-vous des politiciens qui tweetent à tout va? À longueur de journée. Oui, à tout va. Ils s'expriment sur tout. Et alors, ce que vous allez observer quand vous lisez les tweets, Oui. ceux qui sont toujours sur le Twitter, je fais cet exercice un peu comme journaliste. Et vous voyez qu'à longueur de tweets, il y a énormément de contradictions Ils se contredisent. et de compromissions. Et puis après, il y a des tweets qui sont absolument incroyables, qui sont des niveaux assez discutables. Commençons par vous, maintenant. Ceci, c'était pour permettre à ceux qui nous suivent de se rapprocher un tout petit peu. Je signale que vous avez été ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, député national 3 fois, élu des Goma dans la province du Nord Kivu, et votre fief, c'est Rutshuru. Alors, la technique, passez-nous le portrait de l'invité, et je vais dérouler ces questionnaires qui me chatouillent. Ça me chatouille énormément, ces questionnaires. Ah bon. Surtout que l'actualité avec notamment la sécurité dans votre province, nos compatriotes qui sont en errance, les catastrophes naturelles, notamment à Calais, au sud Kivu, mais il y a eu aussi des volcans chez vous, à Goma. Les gens qui dorment à la Baie d'Étoile, et le lac qui menace toujours à tout moment. Il y a le gaz très toxique dans ce lac. J'aimerais demander à l'élu de Goma s'il est fier aujourd'hui de représenter cette province du Nord Kivu et principalement la ville de Goma. Je suis très fier d'être élu à Goma. À 3 reprises. À 3 reprises. Je suis très 2006, fier. 2011, 2018. Exact. Je suis très fier de représenter Goma parce que Goma, c'est une ville particulière. C'est une ville où la jeunesse est pleine de talents et qui exerce ses talents dans tous les domaines. Il y a 2 mois, j'étais très étonné de rencontrer 2 jeunes qui gèrent des données numériques des compagnies qui se trouvent en Inde, aux États-Unis. Depuis Goma. À partir de Goma. Il n'y a pas une ville en République démocratique du Congo où il y a autant de start-up. Mais Goma, c'est une ville en guerre. De tous les secteurs, de tous les domaines. Et ce sont des jeunes qui sont aussi dans tous les domaines. Ils sont dans le numérique, ils sont dans la transformation, ils sont dans la production. Ce dynamisme fait des Goma, fait des jeunes de Goma, ceux qui sont prêts à bâtir l'avenir de ce pays. Goma. J'ai Est-ce que vous toujours savez comme que message... ceux qui nous suivent à Paris, en Afrique du Sud, aux États-Unis, allez, partout où Télé 50 est capté,
via ses satellites surtout, il ne peut pas vous croire lorsque vous dites la vitalité créatrice de la jeunesse congolaise se résume à Goma. Alors ça ne se résume pas à Goma. Eh bien, en grande partie. Goma, je peux dire, Oui. est l'épicentre aujourd'hui Épicentre. de la créativité en République démocratique du Congo. Alors, une ville. Et je vous l'ai dit, même avec autant de modestie que la seule... Ça c'est pas le Lu qui est en train de valoriser son fief au Non. détriment de Lubumbashi, de Kinshasa, Vous me connaissez très bien. Oui, vous êtes... Je ne suis pas non seulement journaliste, ça ne date pas d'aujourd'hui, donc je connais le pays, mais également, je suis de la FEC. Fédération des entreprises du Congo. Voilà. Nous avons fait tout le pays avec Alain Foka, avec une grande délégation de la FEC, Yuma Albert en tête. Nous avons sillonné, nous avons été à Lubumbashi, nous avons été à Kolwezi, nous avons été partout. Et ce Goma, Mais nous avons été à Goma. et vous sentez cette vitalité à Goma. Alors, Absolument. comment expliquer cette incertitude des habitants de Goma, qui vivent un peu, je dirais, sous la menace d'une attaque imminente, dans l'incertitude du lendemain, parce qu'il y a le volcan, parce qu'il y a le Rwanda en face, parce qu'il y a beaucoup de ONG qui viennent un peu les embrouiller. Jean-Marie, vous ne pouvez pas vous interroger comment se fait-il qu'une ville comme Goma, qui est sous la menace du Rwanda et de l'Ouganda, Oui. continue à produire. Ça vous dit rien que les avions continuent à atterrir là-bas? Les compagnies régionales, éthiopiennes, Même un aéroport international à Goma. Éthiopienne a un vol chaque jour À Goma. à Goma. L'Ouganda a un vol chaque jour à Goma. Ne parlons pas des compagnies. Bon, il y a la CAA, deux fois, il fait 2 vols. Mais ils prennent quoi? Service Air a 2 vols par jour Sur Goma. sur Goma. Mais d'où vient ce dynamisme? C'est la jeunesse, Est-ce c'est que la c'est la, créativité. est-ce que c'est la résilience des habitants de Goma ou c'est plutôt la fatalité qu'ils cultivent? C'est la résilience. C'est la façon de résister à la guerre. C'est la façon de résister à la balkanisation. C'est la résilience. Mais lorsqu'on dit, Elvis Moutiri, qu'on se dise les vérités aujourd'hui, que les habitants de Goma sont un tout petit peu complices aussi avec ceux d'en face. Vous allez à la Grande Barrière, chaque matin, les Rwandais traversent, et vice-versa. Vous allez à Gisenyi, il y a énormément de Congolais qui ont ouvert des comptes là-bas, qui ont des maisons là-bas. Vous allez dans les boîtes de nuit, dans des restaurants à Goma, vous avez énormément de Rwandais, etc. Alors, sur le plan national, on diabolise les Rwandais. D'abord, je pense que vous vous trompez. La population n'est pas complice. Elle est quoi? La population ne serait pas... Si la population était complice, il y aurait eu balkanisation. Vous avez dit qu'on va en parler. Oui. N'est-ce pas? On sait, par contre, que l'administration Oui. est pleine de brebis galeuses. Notre administration. Bien sûr, c'est pas moi qui l'ai dit. La DGM. À longueur de journée, il y a des informations, il y a des sanctions à la haute cour militaire, il y a des sanctions à la justice qui touchent les agents de l'administration à tous les niveaux. Mais la population ne peut pas non plus abandonner le commerce transfrontalier au motif que... Il y a un embargo. On peut Et décréter puis- l'embargo vis-à-vis du Rwanda. Mais quand il y a eu embargo, ils ont fait embargo. La population a fait embargo. Ah oui, absolument. Elle a suivi l'embargo.
Ce n'est pas la population qui a ouvert les frontières. Vous le savez. Alors, parlons-en. Bosso vous a épinglé une fois, vous, les élus de Nord, Sud Kivu, d'élus Touri. Chers collègues, sortez vos mains des groupes armés. Sortez des groupes armés. On dit les élus du Nord Kivu, d'élus Touri, du Sud Kivu, ont fait l'économie de la guerre leur existence. Beaucoup entretiennent des milices, beaucoup ont des carrés miniers, beaucoup sont en complicité avec ceux d'en face. Ils construisent des maisons ici à Kinshasa. Ils ont des compagnies à Dubaï. Où est la part des vérités dans ce que Mbosso, président de l'Assemblée nationale, avait alerté en son temps? La part de vérité et la part de l'intox. Bon, d'abord, je ne sais pas répondre à la place de Mbosso, du président, de l'honorable président Mbosso. Oui. S'il cite des élus du peuple qui ont des milices, il enseigne bien sûr plus que moi, parce que j'imagine qu'il ne peut pas dire au hasard. Mais moi, ce que je sais, et la vérité est celle-ci. Les élus du Nord Kivu, qu'ils soient par circonscription électorale, qu'ils soient au niveau du caucus des élus du Nord Kivu, matin, midi et soir, voient toutes les institutions, à commencer par le président de la République, l'état-major, les ministres de l'Intérieur, le Premier ministre, toutes les autorités. Pourquoi faire? Pour apporter leur contribution à la stabilisation de la province. On ne peut pas non plus dire qu'il n'y a pas de brebis galeuses. Mais il y a plus de patriotes qu'il n'y a de, justement, ces brebis galeuses, si vous, les élus, vous les connaissez, parfois les fiefs dénoncent ces brebis galeuses. Pourquoi vous ne constituez pas un front patriotique pour en finir avec ces brebis galeuses? Mais je crois qu'il ne faut pas confier aux députés le rôle qui n'est pas le sien. C'est-à-dire? Il y a le service de renseignement, il y a la justice. Au nom de quoi? Mais la au nom de quoi existe. Au nom de quoi? Moi, je n'ai pas l'approche qui consiste à dire à un député national d'aller accuser un autre, alors qu'en même temps, il n'est peut-être pas possible d'apporter les preuves des accusations. Il y a les services de sécurité, il y a les services de renseignement, il y a la justice, il y a l'administration tout simple, qui fonctionne et qui savent, tous ces services savent qui est qui et qui fait quoi. Et que chacun fasse son travail. Et le député, son rôle, oui, n'est pas d'aller, n'est-ce pas, au service... C'est pas un délateur. C'est le mot que je cherchais, merci. Depuis 1994, lorsque Mobutu ouvra les frontières, il y a eu un déferlement sur notre sol des voisins, enfin, vos voisins proches, du Rwanda, de l'Ouganda. Vous savez ce que ça m'inspire? Oui. Quand vous dites vos voisins proches, nos voisins. Nos voisins. Vous ne vous sentez pas concerné? Très concerné. Par la frontière qui se trouve à l'est? ABC, absolument. Nos voisins. Ne me dites pas ce que je ne voulais pas dire. Quand je dis c'est le fief d'Elvis Moutiri, qui est le Goma, la ville de Goma. En face de Goma, vous avez le Rwanda. Et il y a bien évidemment le Sud Kivu, vers Bukavu, etc. Mais, allez, je pose la question. Oui. Est-ce que nous sommes menacés de balkanisation ou c'est une vie d'esprit? Bon, d'abord, il y a une chose qu'il faut savoir, que tout le monde doit savoir et que vous savez bien. Il y a de tout temps, depuis que le monde est monde,
il n'y a aucun territoire, il n'y a aucun espace d'État qui est acquis définitivement. Ça n'existe pas. C'est une menace. Je ne menace pas. Vous voulez nous mettre dans l'incertitude. Ça n'existe pas. Et vous avez la preuve avec le Balkan. Pour ne citer que cela. Et en même temps, il y a la démarche qui consiste à aller dans le grand ensemble. Les États qui se mettent ensemble. Comme l'Union européenne. Oui, mais les nationalismes Il y a, place en ce moment. et il y a donc des forces centrifuges, il y a des forces centripèdes, si vous voulez. Et l'exercice du dirigeant, l'exercice d'un État, c'est de faire en sorte que jamais les frontières ne soient défoncées. Et il faut deux choses. Qu'est-ce que vous faites des frontières héritées de la colonisation? Laisse-moi, je vais y arriver. Oui. Il faut deux choses. Il faut une armée dissuasive, puissante, pour que personne ne puisse pas avoir les velléités avec la convoitise de venir chercher des terres chez le voisin. Deuxième chose, ça le plus important, il faut que la population se sente protégée, mais il faut qu'il sente qu'il appartient à une nation qu'il faut absolument sauvegarder. Quelle est la réalité du Nord Kivu? Aujourd'hui, à Rutshuru, que pense le peuple de Rutshuru? Aujourd'hui, je vous ai dit ça. Je viens de vous le dire. Le peuple sans quoi? Si les habitants de Rutshuru, chez vous, si les habitants de Rutshuru, de tous les territoires, n'avaient pas fait de la résistance, mais il y a longtemps qu'il y aurait eu la balkanisation. C'est un élément extrêmement important. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que l'armée soit une armée puissante, dissuasive. Vous êtes dans le vœu. Le portrait est prêt maintenant. Voici enfin Elvis Mutiri. Un homme, un parcours, une histoire. Elvis Mutiri Wabashara est une véritable figure emblématique de la classe politique congolaise dont le patriotisme et l'engagement pour l'intérêt supérieur de la nation ne sont plus à démontrer. Avec un background fourni, il dispose d'une expérience avérée de serviteur de la nation, acquise dans le secteur de la communication, de la gestion des entreprises publiques, celle d'économie mixte et privée, en qualité de membre de plusieurs conseils d'administration, directeur général, président du conseil d'administration et ministre du gouvernement central. Actuellement député national, il exerce pour la 3e fois consécutive, c'est-à-dire depuis 2006, le mandat de représentant du peuple pour la ville de Goma, preuve d'un ancrage politique indéniable dans cette circonscription électorale. Ces 3 mandats successifs sont aussi une preuve incontestable de son attachement à la défense de la cause du peuple au Parlement et aussi de la confiance de la population en sa personne. Ce parlementaire très actif et prolifique est à la base des plusieurs propositions de loi en faveur du peuple congolais. Journaliste professionnel pendant 25 ans, Elvis Mutiri a assumé de 1981 à 1989 les fonctions de vice-président, puis président de l'Union de la presse du Zaïre. Très respecté sur l'échiquier national et international au regard de sa formation académique qui l'a doté d'une expertise multisectorielle en développement et coopération internationale, l'honorable Elvis Mutiri dispose de plusieurs diplômes académiques obtenus notamment à l'Institut universitaire d'études de développement à Genève, en management international à l'Institut catholique de hautes études commerciales et entreprises à Bruxelles
et en stratégie et défense au Collège des hautes études des stratégies et défense CHESD à Kinshasa. Son expertise l'a doté des capacités à diriger un des cabinets d'experts conseils congolais de bonne réputation qui travaille à l'international avec des cabinets d'experts conseils belges et allemands. Cet homme d'État est une référence pour beaucoup. Nommé ministre du Tourisme, Culture et Arts du gouvernement de cohésion nationale en 2014, il est l'auteur du projet de loi portant principes fondamentaux sur le tourisme qui crée, par ailleurs, le Fonds de promotion du tourisme. Il a également ouvert la procédure qui a abouti à l'inscription de la rumba au patrimoine mondial et a réalisé la construction du musée national sous le financement de la Corée du Sud. Son parcours de manager et d'homme politique est caractérisé par la probité, l'amour du travail bien fait et par l'esprit d'équipe et de service. L'honorable Mutsiri Wabashara Elvis est président national du parti Alliance pour le développement et la République, ADR, qui soutient la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est aussi un des animateurs du regroupement politique Coalition des démocrates CODE en sigle. Le député national Elvis Mutsiri est ministre honoraire du tourisme et l'invité de JMK Today et va se livrer à cœur ouvert face à Jean-Marie Kassamba. Magnifique. Elvis Mutsiri, lorsque... Et je tenais absolument à ce que ce portrait soit déroulé parce que, comme vous êtes quelqu'un d'assez introverti, on a l'impression que votre vie n'est pas autant remplie avec autant d'activités. Quelle est la partie ou le morceau ou l'extrait de votre vie dont vous êtes le plus fier? Du jeune journaliste à l'honorable député aujourd'hui. Bon, moi je crois que Moi je crois que je suis le plus fier d'avoir été journaliste. Je suis le plus fier d'avoir été journaliste. Et ma deuxième satisfaction, c'est la passion de servir et être député. Élu 3 fois député. Être avec des jeunes dans les quartiers, écouter les femmes, parler de leur quartier, de leurs problèmes, être avec les jeunes dans cette quête de, disons, dans l'expression de la créativité, de talent, et des talents, quand je parle de domaine des productions et autres, mais il y a les talents aussi pour l'art, pour la musique. Comme vous savez, nous avons le festival de Goma. Maintenant, 2 ans successivement, ça ne s'est pas tenu à Goma. Et la dernière fois, on l'a amené le festival à Mani, et la dernière fois, on l'a amené à Bukavu. Je suis très fier de participer à ça. Je suis très fier de participer à ça. Et votre sens de contact, on vous a vu avec les diplomates, on vous a vu avec de grandes personnalités de ce pays. Le président, on en parlera suffisamment tout à l'heure, je vous mettrai quelques photos. Mais je tiens à ce que vous vous exprimez pour la première fois, peut-être pas au nom de vos collègues, députés, mais en tant que notable, grande personnalité du Grand Kivu. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal aujourd'hui, Elvis Mutsiri? Est-ce le gouvernement central qui ne fait pas assez pour protéger nos frontières? Bunagana est sous occupation depuis, Oujou souffre, Calais, j'en sais, que sais-je encore. Donc Kinshasa est trop loin de vous, enfin, de votre fief. 2,
les agressions successives de nos voisins, j'utilise plus vos voisins, je dis nos voisins, parce que c'est nos frontières nationales, est une duperie à cette solidarité sous-régionale. Enfin, troisième question. La duplicité du peuple du Nord, Kivu et du Sud Kivu, pour ne pas dire de l'Est, de vouloir faire du commerce et de l'argent avec les gens qui vous agressent et vous tuent, sans pour autant couper le pont. Je vais te poser 3 questions. Kinshasa, c'est trop loin. Pas d'autorité de l'État, pas la présence de l'État. Est-ce que ça vous fait mal? Deuxièmement, est-ce que... je ne veux pas répéter ces questions parce que ça fait très mal. Non, mais tout ça c'est triste, mais ça Ce sont 3 questions fondamentales. Oui, mais ces 3 questions se résument en une seule. Quand vous dites Kinshasa est trop loin, c'est ça le nœud du problème. C'est ça le nœud du problème. C'est ça le nœud du problème. Kinshasa est trop loin. C'est-à-dire, 2h30 des vols. C'est pas ça le problème. 6 horaires. L'État congolais, c'est-à-dire le gouvernement, doit démontrer sa capacité à gérer un pays continent comme celui-ci. De manière à ce que celui qui est à 2h30 de Kinshasa se sente appartenir à ce pays. C'est ça le plus grand problème. Il faut résoudre. C'est des chantages permanents des élus du Nord. Ce n'est pas un chantage. Quand vous vous exprimez comme Kinois. Je vais vous dire une chose. J'avais parlé de déferlement de réfugiés. Vous avez dit que vous y reviendriez. Vous savez que quand l'AFDEL a commencé sa marche au Kivu. Sud Kivu. Non, au Sud Kivu, oui. Ça a commencé au Sud Kivu. Sud Kivu. Exact. On a envoyé des militaires au front. De Mobutu? L'armée nationale. Les phases. Oui. Quand ils arrivaient au front, les premières troupes qu'on a envoyées à Uvira, oui, parce que ça a commencé par Uvira, quand ils traversent Kamanyola, ils regardent et disent, Bisoto comme en Rwanda, et comme en Rwanda. Alors qu'ils étaient au Sud Kivu. Ils étaient au Sud Kivu. Nous n'allons pas mourir pour les Rwandais. Mais ils étaient sur les territoires congolais. Ils ne connaissent pas leur histoire. Méconnaissance. Cela veut dire que nous n'avons pas cultivé. Dans cette plaine exact. Cela veut dire que nous n'avons pas cultivé suffisamment le vivre ensemble. Le patriotisme, nous l'avons raté. Il faut reconstruire le patriotisme. Il faut que c'était très bien, vous m'avez montré. Comme ministre du Tourisme, moi je suis allé dans le Congo central. Et j'ai vu ce que c'est ce pays. Le Congolais du Congo central ne sait pas que le Rwenzori, le pic le plus haut, se trouve dans son pays. Il ne sait pas. Le Rwenzori, à l'est. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il y a la beauté. Je dis toujours aux jeunes de Goma, de Rutshuru, de partout, n'oubliez pas que le soleil se lève à l'est. Le soleil se lève à l'est. Avant qu'il nous arrive ici à l'ouest. Exact. Nous sommes la locomotive. Nous sommes la locomotive. On se réveille tôt pour travailler. Pendant que vous qui dites qu'on est loin, vous êtes encore dans votre lit. Alors, les gens vous écoutent. Quand vous dites Kinshasa c'est loin, c'est vous qui dites que c'est loin. Je dis il faut construire. Vous êtes élu. Il faut construire le Congolais. Vous venez représenter ces territoires ici. Quelqu'un qui vient de
de l'Ituri là-bas, province orientale, quelqu'un qui vient de chez vous, Goma, et quelqu'un qui vient du Katanga, vous êtes à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous faites rayonner ces frontières éloignées de notre pays? Ou vous vous embourgeoisez ici à Kinshasa? Vous êtes dans le microcosme de la politique de Kinshasa. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous ne cultivons pas. Il y a la responsabilité de nous tous. À commencer par le gouvernement. Parce qu'il par est... le chef de l'État d'abord. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce qui est triste, c'est quand vous êtes à l'Assemblée nationale, comme vous le dites, nous venons de tous les coins de la République. Et vous avez des collègues députés qui parlent comme vous, en parlant du Nord Kivu, en parlant du Sud Kivu, en parlant de leurs collègues élus. Qui c'est loin. Et en le mettant à l'écart. En contestation. Député national. Est-ce que les caucus marchent? Bien sûr. Du Nord Kivu au moins. Ils marchent. Je vous ai dit au début de cette émission que nous sommes unis pour aller voir toutes les administrations, toutes les autorités, le président de la République, Premier ministre, président de l'Assemblée, président du Sénat, parce que nous voulons participer à la stabilité de nos populations. Voici ce que pensent les gens qui vous ont connu, qui vous ont vu dans votre parcours. Il y en a un. On a approché ici à Kinshasa, il s'appelle Thomas Louaka. Il est député comme vous, mais il a été vice-premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Voici ce qu'il dit sur Elvis Moutiri. Voici. L'activité politique exige une double compétence. Une compétence politique, c'est-à-dire la capacité à comprendre les attentes de la population, la capacité à les convaincre de vous faire confiance pour être leur porte-parole, ça c'est les aspects politiques. Il y a l'autre aspect de l'activité politique, c'est le côté technocrate, la capacité à traiter les dossiers de l'État. Et Elvis Moutiri est vraiment l'archétype de ces politiciens complets, qui est à la fois très populaire dans son fief. C'est l'un des rares députés qui a fait 3 mandats successifs dans la difficile circonscription de Goma au Nord Kivu. Donc il faut vraiment le faire. 3 mandats successifs. Et donc ça démontre à quel point c'est un grand politicien. Et je le cite pour moi, sans vouloir le flatter, qu'il est parmi les très bons politiciens que j'ai rencontrés tout au long de mon parcours. Thomas Louaka était secrétaire général du MLC. Vous êtes passé par le MLC. Absolument. Lorsqu'il vous fait ce type d'éloge, c'est par solidarité ou par flatterie? Vous connaissez Thomas Louaka, c'est un homme rigoureux. Oui. Juriste. Ce n'est pas quelqu'un qui va parler pour faire plaisir à quelqu'un. Moi, j'admire sa façon de remémorer, de relire les archives de ce pays pour que les gens comprennent. Je connais le Congo. Je connais le Congo. Et quand vous vous sentez dans la quête intellectuelle de Thomas Louaka, vous sentez qu'il est en train de travailler sur ce dont je parle, c'est-à-dire construire le patriotisme. Il faut que les jeunes, en écoutant Thomas Louaka, comprennent que nous avons un idéal commun et que nous devons le construire. Et si on ne le construit pas... Est-ce qu'Elvis Moutiri est je cite encore Thomas Louaka, un politicien ou un politique opportuniste ou prudent? Je ne suis pas opportuniste parce que, si vous voyez mon parcours, j'ai été journaliste, je suis un consultant, donc
je n'ai pas eu de problème substantiel de vie. Je pense que je suis parmi les Congolais qui peuvent manger. C'est un privilège, malheureusement. Ça devrait être le cas de tout le monde. Donc, je ne suis pas allé en politique. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je ne suis pas allé en politique pendant la transition, vous étiez au MLC. Hein? Donnez-moi la photo de Jean-Pierre Bemba. Mais j'aimerais vous savoir, et ceux qui nous suivent avec nous, voilà. Quels sont les bilans de vos années MLC aux côtés de Jean-Pierre Bemba? Très bon bilan. D'abord, moi j'ai fait un exil de 6 ans. Et quand je suis revenu, je m'étais juré de ne pas faire la politique. Parce que je suis parti de ce pays de mon pays d'une façon absolument violente. Violente? À l'entrée de l'AFDL? À l'entrée de l'AFDL et en traversant le fleuve torse nu dans une pirogue. Ici, le fleuve Congo? Absolument. Le fleuve n'a pas changé, déplacé, il est toujours là. Et quand je suis revenu, j'ai rencontré des grands amis, Bochap, Évariste, Machako, Docteur Machako, qui m'a absolument demandé de rentrer au pays. Il était à Genève, à l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé, comme ministre de la Santé. Il m'a dit, mon cher grand frère, vous perdez votre temps ici. On a besoin de vous. Nous sommes rentrés. L'honorable Bochab était encore en vie, il était directeur de cabinet du président Kabila. Son adjoint, c'était le professeur Samba Kaputo. Ils m'ont dit, vous avez de la place ici à la présidence. J'ai décliné. Et Machako me dira, écoutez, j'ai arrangé avec Théophile Bemba, il est en vie, pour que vous soyez son directeur de cabinet. J'ai dit, je ne ferai pas de politique. Et je venais d'ouvrir mon cabinet de consultant. Mais ce qui m'a donné vraiment envie de refaire la politique, c'est le MLC. Avec Jean-Pierre Bemba? Avec Jean-Pierre Bemba. Pourquoi? Parce qu'il venait de la rébellion? Parce qu'il était fondeur? Non, quand je suis rentré, parce qu'il y avait de l'espace à prendre. Nous avons eu sur incitation des Tambwe Mwamba et Pai aussi à Kassili. Mais Tambwe était au RCD, hein? Non, à ce moment-là, il est au MLC. Ah, il était? Oui, à ce moment-là, il est au MLC. Okay. Et ils m'ont demandé d'être au Parlement, parce que c'était le Parlement de transition. J'ai décliné. Et puis, finalement, on a fait une réunion avec l'honorable Élisée Mounembwe, qui était présidente fédérale du MLC Nord Kivu, Thomas Louaka, le paix à son âme, Ramazani Baya. Et à ce moment-là, je suis entré dans le MLC et j'ai connu Bemba comme un chef politique très, très intéressant. Quel type d'homme est-il, Bemba? Intelligent. Il est intelligent, très stratège, mais il a un caractère. Il a un caractère. On le dit entier. Oui, il est fait d'un bloc. Il est fait d'un bloc. Vous n'osez pas aller plus loin. Pourquoi? Vous ne pensez pas que c'est assez? Il ne faut pas être. Il ne faut jamais être excessif. Et vous avez fait la rencontre de cet homme que je connaissais. François Mwamba. Oui. Lui. Oui. C'est un homme avec qui on a eu énormément d'échanges d'intellectuels de très haut niveau. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le MLC, parce qu'il était secrétaire général justement du MLC. Et je crois que j'étais parmi les personnes avec qui il aimait beaucoup travailler. François Mwamba. Oui. Et jusqu'au moment, d'ailleurs,
Là, c'est dans un autre monde, c'est dans l'opposition républicaine où nous sommes allés tous ensemble sous Kengo. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné pour que je devienne ministre du Tourisme. Mais justement, avec François Mwamba, vous avez créé un parti. Regardez sur sa veste. Oui. Il a le pins. Et si vous n'avez pas le même pins que moi, là, de chest, vous aurez dû porter le pins, le même que François Mwamba. C'est-à-dire ADR. Oui. Nous avons avec lui, avec d'autres amis, Alex Kandé, Jean-Pierre Chimanga, principalement. Puis les choses ont évolué, comme on dit en RDC, la politique est dynamique. Vous êtes trop gentil en disant les choses étant venues. La politique Ceux est qui nous dynamique. suivent savent que ça ne s'est pas très bien passé. Non. Entre François Mwamba et Elvis Moutiri. Ça, c'est une présomption. Vous ne pouvez pas vous mettre à la place de ceux qui nous écoutent et affirmer ce que vous dites. Le divorce Elvis Moutiri et François Mwamba est arrivé. Je ne connais pas, je n'ai jamais senti ce divorce. C'est vous qui utilisez un mot qui n'est pas approprié. Allez, je repose la question autrement. Pourquoi vous vous êtes fâché pour que ADER soit scindé en deux? Et c'est une fâcherie ou dois-je répéter que le dynamisme de la politique congolaise est celui que tout le monde connaît. Allez, je vais être quinois pour une fois. Qui a piqué qui, ou plutôt qui a piqué quoi à l'autre? Personne. Il y a eu des évolutions qui ont fait que nous ne sommes pas ensemble. Voilà, politiquement. Si aujourd'hui les deux, vous vous croisez, vous dites bonjour? Ah, bien sûr. Et nous participons dans des dîners d'amis. Nous participons à des dîners d'amis. Quand on se voit, chacun ne tire pas de son fourreau un couteau. Vous serez déçus dans ce cas-là. De savoir que je peux manger avec François Mwamba et avec sa famille. Sans appréhension. Sans appréhension. Vous étiez parmi ceux qui mangeaient chacun chez l'autre, tard, vous échangez des confidences. Ça a changé tout ça. Vous savez, les relations, c'est comme tout ce qui est, tout ce qui naît, puis s'est construit. Les choses prennent différentes formes au fil du temps. Et Elvis Moutiri, Goma est déchiré. Ceux qui nous suivent en ce moment à Goma. Le monsieur que vous voyez ici, qui vient de fêter ses 92 ans, qui s'appelle Kengo Wadondo, avait dit, lorsque nous avons ouvert nos frontières, lui, il avait refusé, Mobutu avait accepté. Nous avons livré nos compatriotes à la crise et aux problèmes depuis 1994. Qu'est-ce que vous, député élu 3 fois, vous avez encore à proposer aux gens de Goma? Elvis Moutiri. D'abord, je vais... Nous sommes à 5 mois des élections. D'abord, il faut rendre hommage au président Kengo. Je vais vous rappeler qu'à ce moment-là, j'étais son chargé de mission, mais également... En charge de Grand Lac. Il m'avait confié la coordination de la cellule de crise, c'est-à-dire celle qui a géré la situation de l'Est. Et c'est vrai, Mobutu, tout comme le gouvernement zaïrois à l'époque, avait été obligé d'ouvrir les frontières. D'ouvrir les frontières. Et Kengo a tout fait, une fois les réfugiés installés, d'obtenir de la communauté internationale l'éloignement
de ces réfugiés. Pour qu'ils rentrent chez eux, les Rwandais. Pour Vous qu'ils rentrent l'empêchez pour qu'ils rentrent. d'abord pour les éloigner de la frontière, Oui. pour les protéger, et deuxièmement, dans un deuxième temps, les rapatrier au Rwanda. On a fait, le président Kengo, Premier ministre, a pu obtenir l'évaluation de ce que pourrait coûter cette opération-là. Et l'évaluation est arrivée à 450 millions de dollars. Le Premier ministre Kengo est allé à New York, n'est-ce pas? Les 450 millions de dollars n'ont plus existé. Qui pouvait financer? Pire, la communauté internationale, les Nations Unies. Les Américains étaient contre parce qu'ils voulaient faire tomber Mobutu. Exact. Ce qui est arrivé, et ils ont empêché. C'est que même à la demande du Premier ministre du gouvernement zaïrois auprès du Conseil de sécurité pour avoir une force de protection des réfugiés, le Conseil de sécurité n'a pas accepté. Mais le Premier ministre a eu une idée géniale, aidé par le conseil de l'ambassadeur d'Oman aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, pour qu'on puisse faire de notre armée, créer un corps qui remplit le mandat des Nations Unies. Et le président Kengo a rencontré celui qui deviendra plus tard président, mais qui était vice-président, Kagame. Il y avait un tête-à-tête. Bien sûr, le président Kengo était accompagné de 3 conseillers, dont moi-même. Et à ce moment-là déjà, le président Kagame avait dit que jamais il n'acceptera le retour des réfugiés. Parce qu'il avait peur que c'est Hutus ou c'est les gens des... non, ça procédait déjà... Allez recommencer. Ça procédait déjà de la la mise en œuvre de ce plan de balkanisation dont nous parlons. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire aux gens des Goma qui nous écoutent? Qui vous suivent? Qui nous écoutent, qui nous suivent. Aujourd'hui, nous l'avons dit, la population de Goma a fait preuve de résilience. Et il ne faut pas qu'elle se décourage. Il faut que nous puissions, tous les jours que Dieu a fait, réaffirmer notre vivre ensemble dans ce pays. Il ne faut pas que la population de Goma accepte qu'un seul centimètre de notre territoire soit cédé ou soit pris. Occupé. On vous écoute à Rutshuru. Hein. Bien sûr, vous avez posé la question sur Goma, c'est tout autant, c'est tous les Nord Kivu, c'est tout le... Ils vivent avec l'M23 dans la peur au ventre, avec la peur au ventre. Oui. Et tous les jours, ils attendent le jour où ils vont être libérés. Vous allez avec qui maintenant dans cette reconquête d'un 4e mandat probablement? Vous savez, je crois qu'on l'a annoncé ici, je suis dans le regroupement coalition des démocrates. Oui. La coalition des démocrates, Code, là pour leader Jean-Luc Boussa, et je crois que le jour de la sortie, notre démarche est de porter la candidature du président Félix Antoine Tshisekedi. Je pense que ça sera une belle aventure. D'accord, mais ça sera une belle aventure. Dans le fief là-bas, oui. C'est Elvis Moutiri depuis Kinshasa? Non. Où vous allez avoir... Pas du tout, pas du tout. Les jeunes politiciens de maintenant, qui eux vivent au quotidien avec les gens de Goma, les gens de Rutshuru, qui vivent sous la menace du M23. Est-ce que vous avez une oreille de ces gens qui vivent aujourd'hui? Mais Jean-Marie, je vis à Goma. Je
je vais à Goma. Même quand il n'y a pas de vacances parlementaires, je suis à Goma. Mais ce qu'il faut aussi savoir, parce que vous parlez de la jeunesse, nous allons dans une approche où la plupart de nos candidats seront des jeunes. Des jeunes. Nous allons aligner des jeunes parce que il faut essayer d'arriver à une démarche générationnelle. Est-ce que vous allez faire comme lui? Burek. L'évêque. Burek. Il s'appelle Msafiri. Non? Paluku. Ah, Paluku. Bon, et pourquoi pourquoi vous pensez qu'on doit faire la même chose? Vous êtes le leader du Nord Kivu. La même chose sur Paluku quoi? est resté gouverneur. Oui, la même chose sur quoi? C'est-à-dire la même démarche. Pour devenir gouverneur. Kinshasa. Paluku ministre, Paluku élu, Paluku a son parti politique ayant comme fief le Nord Kivu. Oui. Elvis Moutiri est la même chose. Oui. Est-ce que vous avez la même oreille attentive de vos fiefs respectifs? Même bien sûr, bien sûr. Ça, il faut le savoir. Oui, bien sûr. Sinon, on ne serait pas là. Je veux que quelqu'un d'autre parle de vous. Regardez. Il est en poste en ce moment, il est porte-parole du gouvernement et on lui a posé des questions simples. Écoutez ce qu'il dit sur vous. Mais je pense que pour être élu 3 fois, en 2006, dans une comme le Nord-Kivu, il faut avoir évidemment une stratégie, mais il faut avoir, je pense aussi, un certain don. Parce que bon, Moutiri, Wabacharm, comme on aime bien l'appeler, par certains, a toujours su garder les contacts. Il a toujours su se renouveler parce que à chacune des élections, il a toujours des jeunes qui viennent vers lui et qui le portent dans les ambitions. Alors je pense que c'est quelqu'un sur qui on peut véritablement compter en termes à la fois d'expérience au plan du travail, mais aussi sur le plan de l'élu qui est à l'écoute et de l'élu qui agit au bénéfice de sa main. Est-ce que vous êtes cet élu qui peut être écouté aujourd'hui par les gens de Rutshuru, par les gens de Goma, eu égard à l'état des sièges qui n'a pas fonctionné? Rappelez-vous, la commission défense au niveau de l'Assemblée nationale a fait un rapport pas du tout réduisant. Certains de vos collègues avaient demandé même la levée de cet état des sièges. Deuxièmement, l'EAC est demandé à partir. Ils étaient venus, ces gens de l'Afrique de l'Est, pour nous aider. Et troisièmement, la SADC qui vient de loin. Bon, disons, en ce qui concerne l'état des sièges, la commission de défense de l'Assemblée nationale a fait plutôt des recommandations au gouvernement. En constatant, par exemple, que le budget qu'on envoie là-bas, une grande partie reste à Kinshasa. Il a fait les constats, n'est-ce pas? Que l'état des sièges n'était pas une grande réussite. Il a fait une évaluation de l'état des sièges. Oui. A fait des recommandations au président de la République pour que l'on puisse faire une table ronde qui implique toutes les parties, de manière à évaluer effectivement la situation de l'état des sièges, de manière à ce qu'on puisse y trouver une réponse appropriée. En ce qui concerne l'ASC et la SADC, d'abord l'ASC, c'est mon point de vue personnel. Moi, je crois que quelque part, à partir du moment où il y a 3 pays, plutôt 2 pays, l'Ouganda et le Rwanda, dans le dispositif, je crois là le verre est dans le fruit. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il n'aurait pas fallu accepter des Ougandais et des Rwandais dans cette EAC? Dans plusieurs réunions, moi j'ai là sur ce plateau, avait dit qu'ils avaient récusé les militaires rwandais d'une manière ou d'une autre. Mais ils se sont de toute façon, au cours de plusieurs réunions tenues auprès du Premier ministre, auprès du président de la République, ma position a été exprimée. À ce moment-là, les forces n'étaient pas encore là. C'était les premiers
le premier dialogue entre le gouvernement et les élus que nous étions. Et le caucus du Nord Kivu, il faut dire, dans sa grande majorité, pensait que l'arrivée de l'EAC était une solution, mais moi j'étais absolument dubitatif et je l'avais exprimé. Non seulement je l'avais exprimé au cours d'une réunion avec le Premier ministre, mais également j'avais fait une déclaration à ce sujet-là. Bon, maintenant, il faut évoluer et quand on voit toutes les réunions qui se sont tenues, n'est-ce pas, on voit qu'il y aura cette force qui va rester parce que le mandat vient d'être prolongé. Il y a la SADC qui arrive. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre à réfléchir en ce qui concerne la coopération régionale. Vous et moi, nous étions dans la deuxième promotion, n'est-ce pas, du Tchèze. Et moi, personnellement, d'ailleurs, j'avais comme travail la coopération militaire régionale. Et donc, le président, de toutes les façons, l'a annoncé. Il y aura une coordination qui est en train de se mettre en place. Je crois que les militaires travaillent pour qu'il puisse y avoir une coordination. Je réponds cette question autrement. Et peut-être, je termine là. Oui. Moi, je pense que ce qui se déroule aujourd'hui avec le processus de Luanda, de partout, moi, il y a quelque chose qui me dérange. Laquelle? Il serait bien que ces réunions se tiennent aussi là où se trouve le problème. À l'Est. Mais bien sûr. Kagame a refusé. Bien sûr. Ça devait se tenir à Goma. Absolument. La réunion des chefs d'état-major. Si ça ne peut pas se tenir à Goma, il faut que ça se tienne à Kinshasa, il faut que ça se tienne à Lubumbashi, qu'importe. Mais le problème... Manque de sécurité pour ces délégations. Mais Jean-Marie. C'est ce que Kagame dit. Vous êtes en train de me dire qu'il y a plus de sécurité dans le pays voisin qu'à Kinshasa? C'est ce qu'il dit, Kagame. Moi, je ne suis pas. Jean-Pierre Mbemba avait convoqué une réunion des chefs d'état-major, l'évaluation notamment de l'EAC. À 2 reprises, les réunions ont été annulées. Oui, mais il faudrait que ces problèmes, ça se discute sur le sol congolais. Alors, question directe. Elvis Mouké. Qui va se battre pour les Congolais? Ces forces régionales ont montré leurs limites. Mais pourquoi vous, les politiciens, vous continuez de toutes les façons. À penser que de toutes les façons. C'est les Sud-Africains, les Angolais, de toutes les façons. Les Ougandais, les Rwandais, les Kenyans qui vont se battre pour de toutes les façons, instaurer la paix chez nous. C'est la plus mauvaise des choses que d'être toujours en train de compter sur les autres, sur le voisin. Ces forces étrangères ne doivent pas rester. Nous devons construire notre capacité à nous défendre, sans l'aide de quiconque. Est-ce que vous le sentez, vous, cette capacité nationale en construction? On a parlé des milliards de dollars du budget. Je sens que la loi de programmation militaire. Je sens que c'est en train de se construire. Timidement. Ah, ça c'est vous qui le dites, mais ça s'est construit. Quel discours vous aurez amené à Goma aujourd'hui, dans les territoires de Rutshuru? Mais je viens de vous le dire, c'est un discours... Quel discours de Félix Tshisekedi? Parce que vous allez porter la candidature de Tshisekedi pour qu'il soit réélu pour un second mandat. Vous allez dire quoi à vos frères et sœurs de Rutshuru, de Goma, sur Félix Tshisekedi? D'abord sur c'est lui, Félix Tshisekedi. Oui, d'abord sur ce qu'il a fait. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je crois que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Vous avez de l'argent, vous pouvez mettre vos enfants dans des écoles où vous voulez. Mais vous ne savez pas, ce paysan de Masisi, ce paysan de Rutshuru, qui a 8 enfants, parce que nous, le taux de natalité est énorme. Nos femmes font beaucoup d'enfants. Oui, parce il fait beau vivre là-bas. Dès que la guerre, c'était le paradis. Et le cultivateur, il cultive à longueur de saison. Et à manger pour tout le monde.
Mais c'est vert. Mais il ne sait pas Le faire climat est étudier. propice. Mais il ne sait pas faire étudier ses enfants. Il en envoie 2 et 6. Reste à la maison. Et la gratuité de l'enseignement, Elle est effective dans les Massissi, elle est effective dans les Massissi, elle est effective partout. y compris à Goma. Bien sûr. Bien sûr. Je peux vous dire, la construction d'une nation, c'est de l'éducation. Maintenant, il faut mobiliser la population sur la stabilité. Oui, il avait De dit l'Est. qu'il allait installer l'état-major là-bas. Il allait s'installer là-bas. Faut pas être... Jusqu'à ce que la vie paisible, la paix revienne à l'Est. Dans un meeting, il a dit. Lui et Vital Kamerhe. Vous me posez la question ou vous êtes en train de me faire Non, observer? je me pose la question. Ça n'a pas, n'est-ce pas, ça n'a pas... Moi, je ne vois pas les liens entre la détermination de pouvoir mettre fin À la guerre, à l'instabilité, avec la question que vous me posez. Elvis Moutiri, on s'achemine vers la fin de cette émission. Bientôt, vous allez descendre à Goma. En explication. Vous serez peut-être accompagné des jeunes de là-bas. Votre parcours est élogieux. Du journaliste au ministre, en passant par le député que vous êtes, consultant, vous êtes un homme respecté. Quelles sont pour vous les problématiques aujourd'hui des jeunes de Goma qui vous suivent? Vous les avez fait des éloges tout à l'heure, qui sont créatifs, ils sont en train de... C'est l'épicentre de mouvements entrepreneurial peut-être dans notre pays. Mais il y a deux problèmes. Il y a d'abord l'insécurité, bien sûr, et le chômage. Et le chômage. Le chômage. Ça, c'est le problème le plus... Vous allez vous y prendre saillant. comment? C'est-à-dire? Pour lutter contre ce chômage, pour diminuer, atténuer, peut-être vous n'êtes pas l'exécutif, mais vous n'êtes pas militaire, mais... Je suis député national. Par rapport à la sécurité. Je suis député national. Mon rôle, c'est de participer à la réforme Oui. en élaborant les lois, en contrôlant le gouvernement. Il ne faut pas qu'on se trompe sur le mandat. Je ne suis pas dans l'exécutif, je ne suis pas exécutif. Mais je suis dans la famille politique du président de la République. Donc, d'une façon ou d'une autre, on participe. On participe à l'élaboration des politiques au niveau du parti, au niveau du regroupement. Et ça remonte toujours. Faites le plaidoyer Demain, pour eux. il faut faire le plaidoyer, il faut participer à la réflexion, absolument. Et en ce qui concerne Goma, il y a beaucoup de pistes. Il y a ce gaz méthane qui n'est toujours pas exploité, qui peut avoir de ce fait induit en termes de développement, en termes de résorption de Vous avez chômage. accompagné Didier Boudi pour là-bas et Elvis Moutiri, lorsqu'on a parlé de ces blocs à vendre. Non, Où est le concret dans ce qui a été proposé aux gens de Kivu? Non, Le Rwanda exploite déjà les gaz en face. Non, vous étiez dans la délégation avec vous? Non, s'il vous plaît. Quand nous sommes allés dans la délégation, ce n'était pas pour le bloc gazier. C'était pour le dégazage du lac Kivu, comme vous l'avez dit en introduction. Oui. Il y a danger que nous puissions arriver à connaître l'expérience malheureuse du lac Nyos. Et avant, c'était exploité, plutôt le dégazage était presque fait pas d'une façon industrielle. Et la démarche, enfin plutôt ce qui a motivé ces voyages, c'est l'inauguration justement du dégazage industriel. Et pour sécuriser les populations riveraines du lac Kivu, c'est ça. Tandis que Avant de bloc. Tandis que la procédure, en fait, on a commencé par une procédure, il y a eu attribution de marché, mais ce projet suit son cours pour
réaliser cela. Mais avant, il y avait déjà eu des Tunisiens qui ont repris. Ils ont connu quelques problèmes, à mon avis, de financement. Et il y a quelques temps, j'ai appris que ces problèmes sont en train de se résoudre. Effectivement, l'exploitation du gaz méthane, ça sera une des pistes des solutions. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Il faut qu'on reprenne l'agriculture partout. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'insécurité, on ne peut pas le faire. Mais ça, c'est le Nord Kivu a toujours nourri Kinshasa. Quand je vous parle donc des 14 rotations par semaine. Oui, par semaine. Des vols charters. Voilà, c'est cela aussi. Oui. Mais il y a moyen de nourrir tout le Congo. Si elle a la stabilité. Et ce qui est important, c'est d'arriver à faire la transformation. Parce qu'aujourd'hui, avec la contrebande, les produits vont en Ouganda, ils vont au Rwanda et ils nous reviennent transformés. Oui. Et nous, on n'est pas capable de faire ça. Et nous sommes capables de le faire, il faut le faire maintenant. Il y a des petites usines, il faut tous dans les jours, le secteur de Béni, des Boutembo, tous les jours qui passent, il y a une usine de transformation et je crois que nous sommes dans la bonne direction. Et l'agriculture peut résorber le chômage. Il y a le volet touristique qui aujourd'hui est entre parenthèses à cause bien sûr de l'insécurité. Et entre 2014 et 2016, on avait vu le tourisme exploser et on a construit plusieurs infrastructures touristiques parce qu'il y avait la paix. Oui. Donc voilà le message d'espoir que je vais apporter là-bas. Message de paix, message de résilience, message de réarmement moral pour partir vers le développement. On termine avec cette question, on va dire un peu anecdotique, Moutiri Wa Bachara. Comment expliquer cette ambiguïté des Goma qu'on dit en guerre, qui vit sous la menace, mais la même ville des Goma, Savoirie est plus propre que les villes de l'Ouest. Quand vous êtes autour du lac Kivu, vous croirez en Suisse. C'est une ville fleurie. C'est dû au peuple des Goma ou au management de ceux qui gèrent Goma? Je vous ai dit combien je suis très fier d'être élu de Goma. Vous savez, c'est l'initiative privée. Toute la voirie, c'est l'initiative privée. Les hommes d'affaires se sont constitués en coopérative. On peut dire ça comme ça, en entreprise. Et eux-mêmes, ils font des contributions, mais également, et c'est sous la gouvernance Paluku. Oui, Julien. Sur chaque litre de carburant, il y a une quotité qui est versée à la FEC, donc à cette FEC locale de Goma. De Goma, et qui améliore n'est-ce pas, la voirie. Et le taux de desserte aussi en électricité augmente chaque année sur la ville de Goma. Et pourquoi? Donc c'est l'initiative locale et ne croyez pas que ce n'est pas du nombrilisme, ce n'est pas, comment dirais-je, je ne suis pas en train de dire des choses comme ça. Quand je vous dis, nous sommes une locomotive de développement dans ce pays, c'est parce qu'il y a l'initiative privée qui est absolument très forte et il y a la créativité qui est extraordinaire. Allez, mettez-vous debout parce que l'émission est terminée. Oui. Moi, j'aimerais maintenant, pour ceux qui nous suivent, parce qu'ils vous ont suivi du début à la fin, vous étiez très équilibré, modéré, pondéré, en dehors des critiques que vous avez faites au gouvernement, qui est
un peu loin, pour ne pas dire qui n'arrive pas beaucoup sécuriser Goma aujourd'hui. Vous avez quel message à l'intention de vos collègues élus du Nord Kivu, de votre caucus, qui n'en font pas suffisamment pour que vous soyez en adéquation entre vous qui êtes à Kinshasa ici, bon, vous dites que vous descendez souvent là-bas, et surtout ceux qui sont sur place? Bon, le message à mes collègues, c'est que nous puissions rester unis, ensemble, pour continuer la plaidoirie auprès des autorités. Le deuxième message, c'est de demander à mes collègues de faire ce qu'ils font aujourd'hui, mais avec plus d'intensité, c'est-à-dire encadrer. Mais ils sont timides. Encadrer la population, faire sentir à la population que le vivre ensemble que nous devons construire avec l'ensemble de la nation, c'est ce qui va sauver ce pays. C'est ce qui va faire l'unité de ce pays. C'est ce qui va faire que la balkanisation soit complètement un échec. Est-ce que vous avez peur de la balkanisation? Un jour, quelqu'un m'a fait une confidence. Je ne crois pas qu'il y aura balkanisation. Quelqu'un m'a fait une confidence que la hantise que les élus ont notamment des Massissi, même du Sud Kivu, c'est que vous risquez demain d'être des élus des territoires occupés comme la Palestine. Non, je ne pense pas que ça arrivera. Je ne pense pas que la balkanisation va se faire. Je ne pense pas. D'où provient cette certitude? Je vous ai dit, la population, la construction d'une armée forte, capable de mettre fin à l'hégémonie, de mettre fin aux velléités. C'est très important. Est-ce que Félix Tshisekedi, président de la République, il est déterminé à le faire ou il va se fatiguer à un moment donné? Chaque fois que nous avons été voir le président de la République, il vous dit quoi? Non seulement c'est un homme déterminé, mais on l'a vu dans les actes qu'il pose. C'est un homme déterminé. Donc, c'est ce qui me fait croire aussi que la balkanisation est un échec. Il sera accompagné par vous, des élus, les notables? Absolument acquis. Absolument acquis. On vous suivra sur le terrain. Merci beaucoup. Merci Elvis Moutiri. C'était votre sortie plus qu'officielle, on va dire, sur Télé 50. Cette émission est déjà sur toutes les plateformes. Beaucoup vont couper. Et je salue les Moamis, les honorables, on va dire, chefs du terroir. Il est là. Il reviendra bientôt vous parler. Je vous laisse. Merci beaucoup. Partir. Merci. C'était une façon de parler du fief de nos élus, qui a fait quoi, et pendant tout ce temps, nous reviendrons très prochainement ici avec d'autres élus pour parler de leur fief. Parce que dans quelques semaines, quelques mois, ils vont défiler ici, chacun à la reconquête du suffrage. Ça ne sera pas facile. À très bientôt.